En Chine, la prospérité a-t-elle tué la contestation, comme l'évoquait dans l'extrait qu'on vient d'entendre l'intellectuel chinois Liu Xiaobo. Invité de la grande table des idées aujourd'hui, le journaliste Pierre Aski, ancien correspondant de Libé à Pékin, éditorialiste aujourd'hui à France Inter, qui vient de réaliser pour Arte un film et un livre, Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin, chez Arte Édition dans la collection Ikari. Portrait de cette figure de la dissidence chinoise, prix Nobel de la paix en 2010, décédé en 2017 après des années de détention. Son documentaire sera diffusé mardi prochain sur Arte, 30 ans après les événements tragiques du printemps 89, la révolte des étudiants place Tiananmen et la répression de cette révolte qui a marqué un tournant dans l'histoire de la Chine. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Force de ce documentaire, l'une des dernières apparitions publiques médiatiques de Liu Xiaobo à Pékin en 2008, devant votre caméra et avant son arrestation. Il préparait la charte 08 qui réclamait la démocratisation de la Chine avec d'autres. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré? Comment vous avez obtenu ce témoignage face caméra? Alors, l'interview a été réalisée par l'équipe d'Ikari, donc la société de production avec laquelle j'ai travaillé, et qui avait enregistré cette interview dans la préparation des Jeux Olympiques. On est à la veille des JO à Pékin, et paradoxalement, la surveillance est occupée par plein de choses et laisse un peu plus de marge de manœuvre à des gens comme Liu Xiaobo qui sont en permanence surveillés, traqués, notamment dans les contacts avec les journalistes. Et donc, il était assez à l'aise et particulièrement assez émouvant de le voir, de le revoir d'ailleurs et de le voir aujourd'hui fumant cigarette sur cigarette, mais parlant d'un ton calme et parlant de sa vie, parlant de choses autres que simplement la politique, le pouvoir, la contestation, parlant même et c'est un moment fort du moment où sa femme est venue lui demander de divorcer lorsqu'il était en prison et il n'a plus jamais revu son fils. Des choses beaucoup plus intimes qu'on n'a pas l'habitude de voir chez un personnage comme ça qui était dans le feu de l'action. Sa femme, Liu Xia, qui vit aujourd'hui à Berlin, où elle a pu trouver refuge à l'été 2018, elle continue à écrire des poèmes faits de silence, comme elle le raconte devant votre caméra. Le jour de son procès à lui, en 2009, elle n'avait pas été autorisée à venir. Sur elle, Liu Xiaobo disait « Même si j'étais réduit en poussière, je t'embrasserai avec mes cendres ». À nos côtés aussi, la journaliste Aurélie Marciro, rédactrice en chef adjointe du nouveau magazine littéraire, qui consacre son nouveau numéro de juin à la Chine, avec un dossier central au pays de Xi Jinping, au pouvoir, donc depuis 2012-2013. À quoi rêvent les Chinois aujourd'hui? C'est la question que vous vous êtes posée et que vous avez posée à de nombreux interlocuteurs, dont Pierre Aski d'ailleurs. Bonjour, bonjour Olivia. Que reste-t-il de cette société rêvée par Liu Xiaobo en 89, Pierre Aski, de ses espoirs de changement? En fait, elle s'est fracassée contre un mur, qui est le mur du pouvoir, et que Xi Jinping incarne aujourd'hui avec toute la puissance de la technologie et de l'appareil policier chinois. Mais en fait, ce qui s'est joué depuis 30 ans, c'est le contrat social que Deng Xiaoping a vendu aux Chinois après le massacre. Après le massacre du 4 juin 89, donc à la fin de ce printemps de Pékin, écrasé par les chars, il y a eu une période de glaciation. Et Deng Xiaoping a voulu en sortir en disant aux Chinois « enrichissez-vous ». Et ça a été ce deal, ce contrat social non dit, la prospérité, les biens matériels contre le fait de ne pas franchir la ligne rouge du pouvoir politique. Et c'est ce contrat social qui a tenu jusqu'à aujourd'hui, de fait, et que Liu Xiaobo a essayé de, non peut-être pas de briser, mais en tout cas d'entamer, de dévoyer, de contourner, et qu'il n'est pas arrivé à faire. Dans ce documentaire et le livre qui l'accompagne, Pierre Aski, vous racontez le parcours de Liu Xiaobo, de ce critique littéraire, professeur d'université autodidacte, parce que quand il grandit, les écoles sont fermées. Vous racontez aussi son retour en Chine pour participer aux manifestations des étudiants, place Tiananmen 89. C'est cette date que nous commémorons ici avec vous dans ce studio, mais qu'on ne commémore pas en Chine parce que il y a une nappe, un nuage de silence qui s'est installé autour de cette révolte et de ce moment historique. Parce qu'il estimait, lui, que sa place était là, au cœur de la foule, au cœur de la contestation, comme intellectuel. Comment est-ce qu'il va échapper à la répression du 3
4 juin 1989. Alors, il arrive, il était donc à New York quand l'occupation de la place par les étudiants commence, et il rentre parce qu'il pense que sa place est là, mais c'est un mouvement étudiant. Donc il est dans l'ombre, il est conseiller des étudiants, il est l'ami de certains d'entre eux, comme Work ici, l'un des leaders étudiants, mais il n'est pas en premier plan. Il apparaîtra en premier plan 2 jours avant le massacre, parce qu'il sent qu'il y a une confrontation inéluctable, que le choix du pouvoir a été celui de la répression. Et avec 3 autres personnalités, ils font une grève de la faim pour demander à la fois aux étudiants de rester pacifiques et aux autorités de renoncer à l'usage de la force. Et donc, lorsque l'armée rentre en jeu dans la nuit du 3 au 4, il va négocier avec l'armée. Il prend un drapeau blanc et il va négocier avec l'armée un passage pour que les étudiants qui sont dans le dernier réduit sur la place puissent sortir. Et ça a été accepté. Et donc, il a fait... Sans doute, il a sauvé des centaines de vies humaines ce soir-là, parce que le massacre aurait été bien plus important sans ce geste. Ensuite, il prend une décision majeure. Il reste dans le pays. La plupart des dirigeants étudiants se sont enfuis. Il y a eu toute une filière de solidarité pour les amener d'ailleurs jusqu'à Paris à l'époque. Mais Liu Xiaobo décide de rester. Pour une raison simple. Beaucoup se sont enfuis et beaucoup sont aussi rentrés dans les rangs. Hein. Alors, mais les principaux leaders, parce qu'il y a eu une liste des personnes recherchées qui a été publiée par les autorités, qui était sur toutes les télévisions, les radios, les affiches, les journaux, etc. Et lui décide de rester parce qu'il ne supporte pas l'idée d'avoir survécu quand tant d'autres sont morts. Et il estime avoir une dette vis-à-vis d'eux. Donc il reste. Et il se fait arrêter 2 jours plus tard. Il était en vélo, une camionnette le double, s'arrête, on renverse son vélo, on lui met une cagoule sur le visage, et il est emmené en prison. Et on proclame partout à la télévision, on a arrêté le mafieux qui a organisé les émeutes subversives de la place Tiananmen. Et c'est là que sa vie bascule, parce qu'en fait, il était jusque-là, jusqu'à 89, il était un intellectuel remuant, un critique littéraire qui faisait parler de lui, qui faisait du bruit, qui contestait les idées intellectuelles, mais qui n'était pas du tout un activiste politique. Et à partir de ce moment-là, il a une dette vis-à-vis de ce qu'il appelle les âmes errantes du 4 juin. Et c'est d'ailleurs à ces âmes errantes qu'il dédie son prix Nobel en 2010. Et sa vie devient celle d'un activiste politique, d'un intellectuel engagé. Il a des modèles. Zola, il en parle dans le film. Ça fait un peu désuet sa lecture de J'accuse d'aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, c'était pour lui un intellectuel qui quittait son œuvre littéraire pour s'engager dans les causes de la société. Parce que quand les écoles ont fermé quand il était petit, les livres, où certains sont en tout cas restés oui, son père était prof de lettres, et il y avait des livres à la maison, et c'est comme ça qu'il a fait son éducation. Voilà, un cheval noir est apparu, dit l'un de ses camarades, confrères, prof à Harvard, à Jian, devant votre caméra, racontant les années avant ce séjour qu'il a eu l'année avant 89 aux États-Unis. C'était une vedette, on se bousculait pour venir l'écouter. Hein. Il faut comprendre le voyage qu'il a fallu faire pour arriver là. C'est-à-dire que, voilà, un enfant qui naît dans une famille communiste du nord-est de la Chine, son père est jusqu'au bout restera un militant communiste, alors qu'il a une mauvaise origine de classe, comme on disait à l'époque, et qui sera persécuté pendant la révolution culturelle, mais il restera fidèle à l'idéologie. Il est privé d'école, donc il fait son éducation tout seul. Il est envoyé à la campagne. Il revient comme peintre en bâtiment dans sa ville de Changchun. Et on arrive en 1986 avec un type qui fait un coup d'éclat dans le monde intellectuel au cours d'un colloque où il y avait le ministre de la Culture. Et il leur dit, votre littérature, c'est un tas de détritus. Et c'est là que tout d'un coup, le personnage de Liu Xiaobo est né. Tiananmen, c'est le début de l'offensive idéologique du PC chinois pour François Bougon dans les pages du nouveau magazine littéraire, l'auteur de La Chine sous contrôle. Pierre Aski, vous y voyez aussi l'événement fondateur d'un nouvel autoritarisme ? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit quand on retrace cette histoire de Liu Xiaobo qui double celle de la Chine, c'est qu'en 89, il y a eu un carrefour. D'un côté, il y avait une voie réformiste, qui était celle du secrétaire général du parti, Zhao Ziyang, et de l'autre côté,
l'orthodoxie autoritaire incarnée par le Premier ministre de l'époque, Li Peng. Et le parti était divisé. L'enjeu, c'était est-ce qu'on négocie avec les étudiants et on avance vers des réformes, ou est-ce qu'on les écrase et on revient à l'orthodoxie du régime. Et ce sont les plus anciens, c'est Deng Xiaoping, qui n'avait plus de fonction officielle, mais qui était la référence absolue à la retraite, qui a tranché et qui a dit on envoie les chars, on fait intervenir l'armée, car ce défi à l'autorité du parti est insupportable. Et donc à ce moment-là, il y a eu ce choix qui a été fait contre la réforme et pour l'autoritarisme. Aurélie Marciano. Tiananmen reste un épisode assez méconnu des jeunes générations, contrairement aux épisodes d'humiliation de la fin du 19e et du début du 20e. Alors pourquoi ce manque de curiosité, comme l'écrit Maïan dans nos pages? Alors je ne pense pas que ce soit un manque de curiosité, c'est que il y a une machine à effacer ou à réécrire l'histoire, à effacer les mémoires en Chine, qui est très efficace. D'ailleurs, dans son roman Matian, China Dream, imagine même une puce électronique qui serait implantée dans le cerveau et qui effacerait les mauvais souvenirs ou les mauvaises pensées. Et la Chine, en fait, est passée maîtresse dans cet art, que ce soit par rapport aux crimes de l'époque maoïste, donc le grand bond en avant ou la révolution culturelle, qui sont atténués, marginalisés dans la mémoire collective, ou les événements plus récents, en particulier la place Tiananmen. Avoir 20 ans aujourd'hui en Chine fait qu'on n'est pas exposé à cette histoire-là. Ou alors uniquement par des messages qui sont totalement formatés sur le thème l'armée a été agressée et elle a répondu. Mais en tout cas, un jeune de 20 ans aujourd'hui n'est pas confronté à cette histoire-là et n'a pas de moyen non plus facilement d'obtenir la vérité. Ni dans les écoles, ni dans la presse, ni dans les médias, ni sur ni Internet, dans la rue, qui est totalement contrôlé. La mémoire collective de ces événements. Tapez Tiananmen sur un moteur de recherche français, enfin en France, vous aurez l'homme qui arrête les chars. La photo apparaîtra tout de suite. Tapez Tiananmen sur Baidu, le moteur de recherche chinois, vous aurez des photos touristiques de la place centrale de Pékin. Mais Maïan explique aussi que les étudiants chinois qui viennent étudier aujourd'hui en France voulaient auparavant revenir en Chine, construire une société plus démocratique. Alors qu'aujourd'hui, ils viennent acquérir une expertise, dit-il, pour aider la Chine dans sa stratégie de conquête. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils adhèrent au rêve chinois de Xi Jinping? Le parti a eu besoin d'une mutation idéologique. Le marxisme-léninisme traditionnel ne suffit pas aujourd'hui. Il a même à un moment été atténué dans les références. Aujourd'hui, il est revenu, le marxisme est de retour en vogue, mais il était doublé de deux composants supplémentaires. L'un, c'est le confucianisme. On puise dans les traditions chinoises pour incarner l'ordre, la discipline, le respect des anciens, etc. Et le nationalisme. Et le nationalisme est aujourd'hui un moteur extraordinaire parce que dans ce contrat social, ce qui permet de juger si le dirigeant est à la hauteur, c'est 1, est-ce que mon sort s'améliore tous les jours? Et 2, est-ce que la Chine est plus puissante? Est-ce qu'elle est plus respectée dans le monde? Est-ce qu'il remplit ce contrat social-là, c'est-à-dire le contrat national? Et ça, c'est très important et ça explique aussi pourquoi ces jeunes aujourd'hui sont fiers de la Chine et qu'ils veulent encore la renforcer. Et il faut bien dire que ce que fait Trump, cette guerre commerciale, cette humiliation sur un certain nombre de points, etc., alimente ce nationalisme, et en tout cas est utilisé par le pouvoir chinois comme la preuve que l'Occident ne veut pas que nous retrouvions notre place d'empire du milieu. Voilà, compte entretien de Maïan, romancier, poète, peintre, auteur de Beijing. Oui, pardon. Je savais que vous alliez me rectifier au moins une vingtaine de fois durant cette demi-heure. Pardon. Redites-le. Matian. Auteur de Beijing, Coma et de China Dream, chez Flammarion, à retrouver dans les pages du nouveau magazine littéraire, dans ses colonnes plutôt. Le 4 juin 1989, ils réclamaient la démocratie, ils ont eu les chars et le sang, puis une invitation à s'enrichir. Dans les balles, des balles et de l'opium parus chez Globe ce printemps, le poète et opposant Liao Yiwu fait œuvre de mémoire en compilant les témoignages des rescapés du 4 juin et ceux des proches des morts de Tiananmen. Dans ce livre, il évoque surtout l'arrivée d'un nouvel opium en Chine qui a inondé le marché, l'argent. Il y a 30 ans, les Chinois ont souhaité
réaliser la démocratie dans leur propre pays. Comme on a connu 10 ans de réforme, beaucoup de pensées, idées, concepts, y compris ceux de la France, la littérature, les romans, la philosophie, ont été très lus en Chine. Et les Chinois s'aspirent à la démocratie. Mais 30 ans après, on a complètement vu l'inverse qui arrive. On assiste à une corruption générale. Les gens de pouvoir et là, les Chinois commencent à connaître une grande désillusion. Les corrompus, les gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, ils ont un nouveau culte, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Et si on fait une projection dans l'avenir et que quand la Chine devient la plus grande poubelle du monde, là, les Chinois vont suivre les gens de pouvoir politique et financier. Ils vont renoncer à l'idée de faire la démocratie dans leur propre pays. Et voilà, c'est la dictature qui pousse les Chinois à faire ce choix. Le pouvoir corrupteur de l'argent, c'est le grand paradoxe chinois aujourd'hui que vous soulignez, Pierre Aski. Pourquoi l'essor de la classe moyenne ne s'est-il pas accompagné d'une ouverture démocratique, dissident et visionnaire? Liu Xiaobo, lui, avait prévu cela. Il avait vu juste. Qu'appelait-il la philosophie du porc? C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que les Chinois ont renoncé effectivement à une part de leur identité, d'une certaine manière, intellectuelle, de liberté, etc., au profit d'un confort matériel. Donc ce qu'il appelle, de manière un peu méprisante, la philosophie du porc, c'est que le porc a besoin de quoi? Il a besoin d'être nourri, de se vautrer dans son milieu et il n'a pas besoin de plus. Et surtout, une fois qu'il est rassasié, effectivement... il ne revendique plus rien. Il ne revendique plus rien. Alors, je pense que c'est la description effectivement un peu crue et cruelle de ce qui se passe, mais mettez-vous à la place de cette classe moyenne chinoise. Donc on parle aujourd'hui de plusieurs centaines de millions de personnes qui regardent en arrière et qui voient comment vivaient leurs parents et leurs grands-parents, qui vivaient dans une Chine misérable, sans accès à l'éducation, sans confort et sans perspective d'amélioration, et qui aujourd'hui vivent dans des villes modernes, dans le confort, etc. Je pense qu'il y a une part d'injustice. Moi, j'étais en Chine il y a 3 semaines, j'étais dans une province très pauvre qui s'appelle le Ningxia, et j'étais avec des jeunes qui ont aujourd'hui la trentaine et qui sortent de cette misère, qui ont grandi dans cette misère. Et vous ne pouvez pas leur demander de tout rejeter, ce qui leur est arrivé de positif au cours de la dernière décennie, en disant mais la liberté c'est plus important. Je pense que c'est un niveau d'exigence que Liu Xiaobo s'est fixé à lui-même et dont il a payé un prix très fort. Il en parle dans le film de manière très forte, mais c'est peut-être mettre la barre très haut. Et aujourd'hui, vous avez des gens en Chine qui vivent mieux, ont des meilleures perspectives pour eux et pour leurs enfants, et qui se disent ok, je n'élis pas mon président, mais enfin, quand je regarde l'Europe, peut-être que c'est pas la priorité. Et que voilà. Donc on est dans un moment un peu charnière. Je pense que la génération suivante sera confrontée à des dilemmes plus forts, parce qu'elle n'aura pas ce recul par rapport à une situation de misère qui est juste derrière eux. Une part d'amertume peut-être, mais cette exigence que vous évoquez, qu'il a placée au cœur de tout, Liu Xiaobo, jusqu'au bout de sa vie, il préférait celle qu'il vivait, même dure, même dangereuse, à celle de ceux qui par confort ont accepté de vivre dans le mensonge. C'est ce qu'il vous disait en 2008, peu avant son arrestation. Je pense que j'ai fait des choix justes. Bien sûr que les conséquences sont importantes pour moi. Mais c'est de toute façon comme ça si vous vivez en Chine. Vous devez payer un prix. Si vous ne choisissez pas mon genre de vie, une vie que la plupart des gens considèrent comme trop dure et trop risquée,
alors vous ne paierez pas le prix que je paie. Mais si on y réfléchit, vous devrez quand même payer un prix, un certain prix. Par exemple, vous serez obligé de mentir. Vous devrez suivre l'idéologie dominante pour obtenir et conserver un bon revenu, un bon travail. Impossible alors de se préoccuper des morts du 4 juin. Impossible d'exprimer la moindre critique envers le gouvernement. En fait, impossible d'exprimer la moindre opinion authentique. Et tout cela pour une vie matérielle confortable. Alors moi, je préfère payer ce prix élevé du danger plutôt que de devenir quelqu'un qui vit dans le mensonge, plutôt que de devenir quelqu'un qui renie sa propre conscience. Les mots de Liu Xiaobo extrêmement forts. Des paroles fortes, oui. Et en fait, vous savez, son modèle dans la vie, c'était Václav Havel. Et d'ailleurs, s'il a appelé la charte 08, c'était en référence à la charte 77 des dissidents tchèques, initiée par Václav Havel. Et la phrase de Václav Havel, c'est « vivre dans la vérité ». Et c'est vraiment le concept qu'il a mis au cœur de sa vie. Donc, quelques temps après, il va être arrêté, puis aura lieu un procès bureaucratique expéditif à huis clos, condamné à 11 ans de prison, et dont il ne sortira plus, puisqu'il mourra d'un cancer après 9 années de détention. Voilà, et vous montrez la mise en scène par le pouvoir, les images de propagande qui ont été diffusées peu avant sa mort, où on a réuni à son chevet des médecins, alors d'abord chinois pour montrer qu'on s'occupait bien de lui, puis des médecins étrangers, donnant à croire qu'il était bien traité durant ces années de détention. Hein. Oui, et ensuite la mise en scène des funérailles, puisque on forcera sa famille à jeter ses cendres en mer pour qu'il n'y ait pas de lieu de sépulture possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les commémorations de Tiananmen sont interdites en Chine, mais aussi toutes et aussi les commémorations de la mort de Liu Xiaobo le 13 juillet. Une question. Est-ce que vous craignez qu'il tombe dans l'oubli, parce que c'est le sentiment qu'on a en lisant votre livre? C'est en tout cas l'objectif du pouvoir chinois, c'est d'effacer Liu Xiaobo de la mémoire. Et le risque existe, c'est-à-dire que on le voit bien à l'étranger. Il a eu le prix Nobel en 2010, mais il était déjà en prison, donc on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu à cette époque. Et aujourd'hui, il est clair que le souvenir de cette notoriété éphémère qu'a été le prix Nobel est en train de s'atténuer. Et d'une certaine manière, le gouvernement est en mesure de remporter son pari d'effacer Liu Xiaobo. Le seul endroit où il reste vivant et fort, c'est Hong Kong. On écoute. Je pense que nous avons le devoir de contribuer à la démocratie. Et c'est quelque chose que Liu Xiaobo représente. Ce qui lui a été fait est injuste et je lui adresse mes respects d'ici à Hong Kong. J'apprécie que Liu Xiaobo utilise des moyens non violents pour la démocratie. J'espère que le gouvernement chinois le libérera bientôt. Je suis très en colère que Liu Xiaobo ne puisse pas assister à la cérémonie. La Chine limite les déplacements d'une personne innocente et c'est une manière d'agir brutale. Je dois remercier Liu Xiaobo de contribuer à la lutte pour la démocratie, malgré les pressions de la Chine. Pierre Aski, un souvenir, une mémoire vivante à Hong Kong. Oui, parce qu'Hong Kong, qui fait partie de la République populaire de Chine, a un statut d'autonomie et donc a un niveau de liberté, certes menacé aujourd'hui, mais qui continue à exister, et le souvenir de Liu Xiaobo reste vivant. Et en particulier, le 4 juin, chaque année, il y a un rassemblement de milliers, de dizaines de milliers de Hongkongais, et le personnage de Liu Xiaobo figure au cœur de cette commémoration. Chine, la prospérité a-t-elle tué la contestation? On en parle jusqu'à 13h30 avec notre invité, le journaliste Pierre Aski, auteur d'un film et d'un documentaire diffusé mardi prochain sur Arte, Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin, et avec Aurélie Marciro, rédactrice en chef adjointe du Nouveau Magazine littéraire, qui consacre un gros dossier à la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? C'est la question que vous vous posez. 13h22 sur Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Aujourd'hui, Pierre Aski, comment se traduit la volonté de puissance chinoise? Jusqu'où Xi Jinping est-il prêt à aller pour réaliser son rêve chinois, ses rêves d'hégémonie mondiale? Ça porte un nom, c'est les routes de la soie. Le nouveau programme des routes de la soie qui est basé sur des poches pleines, donc des dizaines de milliards de dollars investis dans des infrastructures sur tous les continents aujourd'hui, puisqu'il y a même l'Arctique et que l'espace fait même partie de la conquête des routes de la soie. Et à partir de là, il y a une stratégie d'influence qui est gagné avec ces investissements massifs, cet endettement, il faut bien le dire, pour un certain nombre de pays, et qui touche le monde entier. Alors d'un côté, il y a un côté positif, c'est qu'effectivement, la Chine construit des infrastructures. Prenez en Afrique récemment, il y a 2 voies ferrées qui ont été construites et inaugurées par les Chinois. L'une en Éthiopie, entre Addis Abeba et le port de Djibouti. L'autre au Kenya, entre Nairobi et Mombasa. Sont des infrastructures qui sont importantes, vitales et qui reproduisent ce qui a permis l'essor de la Chine, c'est-à-dire d'abord les infrastructures, puis la production industrielle et le développement. Mais il y a une contrepartie qui est ce lien politique avec un pouvoir qui est autoritaire et expansionniste. Et quelle est la part du soft power dans ce rêve chinois, dans cette conquête de la puissance? Pendant longtemps, on a cru que la Chine n'avait pas un modèle exportable, et elle le disait elle-même. Xi Jinping a changé la donne, et il se présente aujourd'hui comme un modèle. C'est quoi ce modèle? C'est un capitalisme autoritaire. C'est la solution chinoise. La solution chinoise, c'est en gros un système autoritaire qui réussit économiquement. C'est sans précédent dans l'histoire, ou en tout cas quasiment sans précédent, et certainement pas, il n'y a pas de précédent à cette échelle. Et c'est un modèle qui fascine aujourd'hui dans une partie du monde en développement, où effectivement le modèle occidental n'a pas permis de décollage de ce genre. Et aujourd'hui, la Chine arrive avec une sorte de panoplie de surveillance, de stratégie d'infrastructure, de capitalisme d'État, et avec beaucoup d'argent. Et elle se crée une sorte de clientèle internationale qui est assez fascinée par ce qu'elle projette. Alors on se souvient, quelques heures après la mort de Liu Xiaobo, les mots de Emmanuel Macron et de Donald Trump autour du président chinois. Emmanuel Macron saluant un grand leader, un des très grands leaders de notre monde, qui est en train de conduire une réforme extrêmement importante et ambitieuse pour la Chine. Donald Trump, de son côté, saluant cet ami qui veut faire ce qui est bon pour la Chine. Tout ça, c'est avec le regard bienveillant de l'Occident? C'est ambigu, c'est-à-dire que pendant un certain temps, l'Occident a regardé la Chine avec, vous savez, comme dans les dessins animés avec les dollars qui tournent dans les yeux, parce qu'on voulait des contrats. Et on avait cette idée que, de toutes les manières, le développement de la Chine serait bon pour la démocratisation de la Chine, puisque une Chine plus riche, plus sophistiquée, serait nécessairement en route vers la démocratie. Je pense qu'on a compris avec Xi Jinping que ce n'est pas vrai, que ça a été une erreur colossale des sciences politiques de penser que automatiquement la Chine se démocratiserait. Et donc aujourd'hui, on est dans cette perplexité qui est de savoir comment on traite avec un pays qui est en train de devenir la première puissance mondiale, mais qui reste une dictature. Et donc... L'un des interlocuteurs, un des proches de Liu Xiaobo dans votre film, a ces mots extrêmement durs au moment de sa mort. Il dit un meurtre sordide à la face du monde. Oui, c'est l'avocat Tang Biao qui est qui a dû quitter la Chine à la suite des persécutions contre les avocats il y a quelques années sous Xi Jinping. Et c'est vrai qu'il y a une grande amertume de la part des démocrates chinois de voir que le monde démocratique, à un moment où il pouvait encore avoir un rapport de force avec la Chine favorable, y a renoncé pour obtenir des contrats parce que l'attrait du gâteau chinois était trop fort. Aujourd'hui, on est dans un rapport de force qui est inverse. Alors on a Trump qui fait sa guerre commerciale, sa guerre technologique et qui
à mon sens, alimente le nationalisme chinois, donc nous amène vers un monde qui sera sans doute encore plus dangereux, mais on n'a plus aujourd'hui la prise sur ce sujet. Qui pour porter les combats de Liu Xiaobo aujourd'hui? Est-ce que ce symbole de la chaise vide qu'il avait laissé lorsque le prix Nobel de la paix en 2010 lui avait été remis, enfin en tout cas accordé, et qu'il n'a pas pu s'y rendre puisqu'il était en détention à ce moment-là, est-ce que cette chaise vide reste inoccupée aujourd'hui? Je pense que la mort de Liu Xiaobo symboliquement marque la fin de course d'une génération, celle qui a connu 89, celle qui a connu Tiananmen et qui a échoué dans sa tentative de démocratiser la Chine. Ce combat, il est évidemment pas mort et je pense qu'il renaîtra, mais il renaîtra sous une autre forme, avec une autre génération et avec sans doute d'autres méthodes et d'autres types de combats que ce qu'a incarné Liu Xiaobo. Je pense que la Chine fonctionne beaucoup par génération et celle-ci, qui a ses racines dans la fin du maoïsme, marquée par cette épreuve du 4 juin, elle est aujourd'hui en fin de course. Et dans sa confrontation avec le pouvoir, elle a, il faut bien le dire, échoué. Et pour comprendre ce que pense cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut voir? Est-ce que la littérature, le cinéma chinois aujourd'hui traduisent ces aspirations, la photo, l'art? Vous avez des conseils l'un et l'autre? Alors évidemment Matian, on en a beaucoup parlé. Oui, donc le dernier roman de Matian, China Dream, qui vient de sortir il y a quelques temps. Il sera d'ailleurs en France au Festival de Saint-Malo prochainement. Et c'est une très bonne parabole de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Et sinon l'écrivain de science-fiction Liu Cixin, alors j'imagine que je le prononce très mal, oui. Voilà, à qui nous consacrons une page dans le magazine. Merci beaucoup à tous les deux. Le nouveau magazine littéraire, donc un dossier central sur la Chine aujourd'hui. Et Pierre Aski, votre documentaire Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin, et qui sera diffusé dans une grande soirée Arte mardi prochain, réalisé avec la production Ikari. Merci beaucoup. Et le livre édité par Arte également, qui accompagne ce film. Merci à toute l'équipe